Nous sommes à 3 heures de l'hommage national rendu à Arnaud Beltrame, ce gendarme devenu le héros de tout un pays en donnant sa vie face aux terroristes. Vous avez déclaré que vous en aviez assez que le recueillement soit un prétexte à l'inaction. Ce matin, la place est quand même au recueillement. Bien sûr, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'unité possible dans l'action si on ne médite pas ce qui s'est passé et si on ne prend pas le temps du silence et du recueillement, c'est une évidence. Et le recueillement, c'est aussi une manière de célébrer le courage d'un homme. Oui, ce matin. Parce qu'en fait, je crois que tous les Français se sont réveillés au lendemain de l'attentat en se disant, enfin en tout cas moi, est-ce que j'aurais été capable de faire ça ? Vous voyez ? Parce que c'est une leçon de courage incroyable, un peu... Enfin, en tout cas, moi, j'ai la même attitude vis-à-vis de lui que face à des résistants. On se dit toujours, est-ce que pendant la guerre, on aurait été aussi courageux que les résistants qui ont combattu le nazisme. Vous pensez qu'il est comme le premier Français parti à Londres, le premier à avoir dit non à une situation? En tout cas, il a eu le courage. Il a eu le courage. Et ce courage exceptionnel, chaque Français, en tout cas, l'admire et a envie de se reconnaître dans lui. Voilà. Et je pensais en une phrase de Malraux sur Jeanne d'Arc qui disait « Le tombeau des héros est le cœur des vivants ». C'est-à-dire, c'est exactement ça. Les Français s'approprient cet homme aujourd'hui. La France salue la mémoire d'Arnaud Beltrame. Nous avons besoin de figures héroïques comme lui aujourd'hui? Oui, j'allais dire pas seulement de figures. On a besoin d'héroïsme et d'esprit de résistance. Et c'est là où je fais le lien. J'ai pas envie qu'il soit mort pour rien. Et j'ai pas envie que le recueillement légitime soit un moyen d'évacuer les débats indispensables en démocratie. Et notre société est donc capable d'héroïsme? Oui, mais je ne voudrais pas que cet héroïsme soit un héroïsme médiatique au mauvais sens du terme. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, il nous donne bonne conscience et on continue notre petit train-train. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit digne, nous, Français, et les dirigeants politiques encore davantage, qu'on soit digne de son courage. C'est ça qui est important. Et sa maman a très bien parlé à une radio en disant que son sacrifice appelle l'action. Son sacrifice ne doit pas laver nos mauvaises actions, si je puis dire. Et la femme d'Arnaud Beltrame dit c'est le geste d'un gendarme et le geste d'un chrétien. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Alors, puisqu'elle nous le dit, y voyez-vous un geste christique? Je ne dirais pas jusque-là. Chacun, en fonction de sa foi, détermine ce qu'il pense. C'est un geste de Français. Vous savez, là aussi, je crois que c'est André Malraux qui disait « Être Français, c'est mourir pour la France ». Voilà. Et bien, il est mort pour la France. Et c'est ça qui est important. Après, chacun, la communauté nationale se reconnaît, chacun en fonction de son passé, son histoire, ses croyances, sa vie. Il est mort pour la France. Eh bien, il faut que la France, maintenant, n'accepte plus de se faire, j'allais dire, égorger à intervalles réguliers. Est-ce que vous vous rendrez à l'hommage national aux Invalides? Bien sûr, je m'y rendrai. Bien sûr, pour lui. Ce matin, donc c'est l'heure évidemment au recueillement, mais depuis quelques jours, déjà, il y a plus d'unanimité derrière le chef de l'État. Vous, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, réclamez des mesures fortes dont on va parler, comme le retour de l'état d'urgence, l'expulsion des fichiers S étrangers, le blocage des retours de djihadistes. Franchement, il n'y avait pas eu d'attentat depuis de longs mois. Est-ce que vous pensez que le gouvernement fait vraiment mal son travail? Je crois que nous sommes dans une démocratie. Et je crois que dans une démocratie, il est normal qu'on se pose des questions. Je vais vous dire, je ne sais pas s'il y a des téléspectateurs qui ont regardé la séance d'hommage à l'Assemblée nationale hier. J'ai été effaré. Parce qu'il y avait un semblant d'unité nationale, mais dans un esprit de renoncement. C'était toujours les mêmes paroles. Toujours les mêmes paroles après chaque attentat. Plus de 250 morts. Est-ce qu'un jour, les hommes politiques de ce pays, de notre pays, les dirigeants peuvent, après un attentat comme celui-là, au moins faire preuve d'un examen de conscience? Est-ce qu'on a tout fait? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Et l'absence d'attentats pendant des mois, est-ce que vous convenez qu'il y a eu des attentats déjoués, merci aux forces de l'ordre. Mais pour autant, on s'aperçoit que attentat après attentat, c'est le même processus opératoire qui révèle les mêmes failles de la société française, c'est-à-dire les mêmes failles de la démission, oui, je l'assume, des gouvernements successifs face à plusieurs maux. Et ces maux, je souhaite simplement, et c'est mon rôle d'homme politique, je souhaite qu'on les traite. Et j'ai proposé, c'est pas nouveau,
Je ne l'ai pas fait là. Depuis le soir de Charlie Hebdo, j'ai été voir le président de la République qui nous avait reçus, François Hollande, et j'avais proposé 25 mesures précises. Donc, je pense être dans mon rôle d'homme politique, de contribuer au débat et d'apporter des solutions. C'est Avant de ça parler l'enjeu. des solutions, est-ce que, comme Marine Le Pen, dont vous êtes proche, vous demanderiez la démission de Gérard Collomb? Non, parce que je ne crois pas que ce soit le problème. Ce n'est pas Gérard Collomb qui est en cause. C'est la ligne suivie par le président de la République, son gouvernement, comme par celle de François Hollande. C'est la même. Et je pense que les décisions qui ont été prises à travers des lois successives ne répondent pas aux défis et ne traitent pas les causes du mal. Alors, vous demandez... Donc je veux qu'on traite les causes du mal. C'est comme un malade. Un médecin On va revenir doit à vos soigner le propositions. mal, ne doit pas simplement caresser le malade Vous, et plaindre la famille du disparu. vous demandez c'est ça, l'enjeu. le retour, notamment de l'état d'urgence, Oui. arrêté en novembre dernier. Mhm. Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec l'état d'urgence, cet attentat n'aurait pas eu lieu? Alors je vais vous dire très précisément, je ne suis pas de ceux qui disent je suis capable d'empêcher tous les attentats en France. Je ne l'ai jamais dit. Il n'y a pas de risque zéro. En revanche, j'en ai assez qu'à chaque fois qu'on propose une mesure, on nous dise ah oui mais il y aurait pu avoir un attentat sans cette mesure. Alors ça veut dire qu'on ne fait plus rien. Et sur l'état d'urgence, j'ai été l'un des rares hommes politiques à prendre mes responsabilités. J'ai refusé de voter la loi qui le remplaçait parce que j'ai dit à l'époque, et vous pouvez retrouver mes déclarations, qu'on allait baisser la garde. Et je vous donne un exemple précis, parce qu'il faut être précis dans ces affaires. Perquisition administrative était possible sous l'état d'urgence. 4600 perquisitions administratives. Depuis la fin de l'état d'urgence, on a remplacé ça par les visites domiciliaires. Il y en a eu 6. Et si, à la suite pas de l'arrestation, mais enfin de l'arrestation du terroriste en janvier, quand on a découvert qu'il avait une arme blanche, on avait fait une perquisition administrative, on ne l'aurait peut-être pas convoqué au 23 avril. Parce que c'est ça qui s'est passé, le procureur était clair. Oui, alors je vous donne aussi un exemple précis, c'est que donc, l'ACDIM était fiché S et fiché même Oui. FSPRT, donc c'est ceux qui sont radicalisés, il y en a 20 000 en France. Et 40 dans ce département. Il était toujours surveillé en 2018, mais, nous dit le procureur, aucun signal de passage à l'acte. Donc avec ou sans état d'urgence, il n'y avait aucun signal. Mais excusez-moi, c'est pas vrai. Le procureur se trompe. Il a été arrêté au mois de janvier pour port d'armes blanches. Oui, mais aucun signal d'acte de excusez-moi, radicalisation. quand quelqu'un est fiché S, donc là c'est un désaccord d'interprétation que j'ai avec le procureur, quand quelqu'un est fiché S, qu'il pratique une foi salafiste, que sa compagne est fichée S, qu'il a été délinquant, qu'il a été condamné, qu'on l'arrête avec port d'armes blanches, qu'il consulte des sites djihadistes de Daesh, vous ne croyez pas qu'il aurait été temps de faire une perquisition administrative? Et aujourd'hui, on a découvert des armes à son domicile. Eh bien, c'est l'exemple type d'une faillite du fonctionnement de l'État. Je ne mets pas en cause les policiers et les gendarmes, je mets en cause le gouvernement qui a levé l'état d'urgence et qui a désarmé l'État face à ce type d'individus. Comme Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, vous voulez aussi expulser les fichiers S étrangers. Oui. Dans ce cas-là précisément, ça ne répond pas du tout au problème, puisque l'ACDIM était français depuis l'âge de 12 ans. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a plusieurs milliers de fichiers S étrangers, et si déjà on expulsait ceux-là, comme tous les pays normaux, vous allez dans tous les pays du monde, des gens qui mettent en cause la sécurité nationale et qui sont dangereux, on les expulse quand ils sont étrangers. Mais celui-ci était français. Oui, mais je parle des mesures de précaution générale. Là aussi, parce qu'au prochain attentat, il y aura peut-être le cas d'un fichier S étranger. Donc, est-ce qu'on ne peut pas, mesure après mesure, examiner l'ensemble des dispositifs qui permettraient de réduire le risque? Je ne dis pas risque zéro, je dis réduire le risque. Et je suis certain, madame, qu'il y a des possibilités de faire mieux. Et je suis certain que les forces de l'ordre, qui se dévouent au quotidien, qui meurent pour la France, attendent du gouvernement que l'on améliore le dispositif. On peut l'améliorer. C'est pas vrai de dire on peut rien faire. C'est pas vrai. On peut améliorer le dispositif. On peut adapter l'état de droit. Ça ne veut pas dire le supprimer. Vous demandez aussi à ce qu'on bloque tout retour de djihadistes de Syrie. Est-ce que vous avez connaissance de djihadistes de retour en France qui soient en liberté aujourd'hui? Oui, bien sûr. En liberté? Oui, bien sûr. Le ministre de l'Intérieur l'a confirmé. Oui, il y a un certain nombre qui ont été incarcérés. Il y en a d'autres qui sont en surveillance extérieure, qui sont libres. Et là, c'est un désaccord majeur avec le gouvernement. Monsieur Castaner, porte-parole du gouvernement, l'a assumé dimanche sur une télévision concurrente. Il a dit « j'assume le fait qu'ils reviennent, c'est mieux pour les contrôler ». Je dis folie. Donc qu'est-ce que vous préconisez? Mais ils restent en Irak. Ils seront jugés en Irak. Non, ils seront jugés par la justice irakienne. Oui, je sais que Mme Belloubet, garde des Sceaux,
s'émeut qu'il y ait la peine de mort en Irak. Eh bien, moi, ça ne m'émeut pas que des gens qui ont été égorgés, nos soldats, qui ont été là-bas, assument leurs gestes. Ils se sont extraits de la communauté nationale. Il n'y a aucune raison de les accueillir en France. Aucune. Parce que, je vous le dis, ce sont des bombes volantes qu'on ramène en France. Ils vont être en prison pour les plus dangereux pendant quelques années et ils ressortiront. Et quand toutes ces centaines de personnes qui ont été combattre en Irak vont sortir de prison, vont en faire quoi dans notre pays? Donc c'est un geste de précaution élémentaire. Vous parlez aussi de bracelet électronique. Est-ce qu'un bracelet électronique, pensez-vous, vous permet vraiment d'empêcher quelqu'un de prendre un couteau, de prendre une arme et d'aller tuer quelqu'un dans la rue? Là aussi, on n'empêchera jamais tout, madame. Mais en revanche, Nicolas Sarkozy l'avait proposé, d'autres, que les fichiers S, qu'on ne met pas en rétention parce qu'ils ont des profils intermédiaires, et un bracelet électronique géolocalisé, bien surveillé, comme dans d'autres pays, me paraît élémentaire. On le fait pour des pédophiles ou des trafiquants de drogue. Pourquoi on ne le ferait pas pour des apprentis terroristes? Vous voulez aussi interdire le salafisme en France. Ça vous fait un point d'accord avec Manuel Valls pour le coup. Parce que je pense que les manifestations du salafisme, c'est-à-dire l'incitation à la haine, au rejet, doivent être punies. Nathalie Kosciusko-Morizet, qu'on ne peut pas suspecter d'être d'accord avec moi sur le reste de ma politique, avait déposé une proposition de loi sur les prédications subversives. L'Espagne a pris des dispositions. Pourquoi la France laisse 24 mosquées salafistes dans les Bouches-du-Rhône? Pourquoi la France a mis 20 ans avant d'expulser un imam qui va être expulsé de Marseille, là? Si on ne casse pas le terreau salafiste, qui est interdit, enfin les manifestations des frères musulmans et de certains sont interdites à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Et nous, dans nos banlieues, on laisse se propager cette gangrène qui discrédite d'ailleurs les Français musulmans qui pratiquent leur foi paisiblement. Donc il faut bien un moment que la République se défende. Et je ferai remarquer que la République s'est défendue sous la Troisième contre les anarchistes. Et elle a pris des dispositions sévères. Cette semaine a aussi été marquée par le meurtre d'une dame de 85 ans, Mireille Knoll, rescapée de la rafle du Veldiv et qui a été tuée chez elle parce que de confession juive. C'est en tout cas la piste retenue par la justice. Là encore, au-delà de votre indignation, que proposez-vous pour lutter contre l'antisémitisme en France? C'est très simple et très difficile, mais il faut mettre un terme à la voyoucratie qui, dans nos banlieues, est ouvertement antisémite. Concrètement? Concrètement, le nombre d'actes antisémites qui ne sont jamais punis, le nombre de relax qu'il y a un lien entre, d'un côté, terrorisme, communautarisme fanatique, et de l'autre, petite voyoucratie, trafiquant de drogue, et qui font la jonction notamment sur la haine des juifs, la haine des homosexuels, la haine de toutes les valeurs de l'égalité entre l'homme et la femme. Et c'est terrible ce qui se passe. Mais là aussi, c'est le fruit de notre faiblesse depuis tant d'années. Alors on peut faire des marches. Alors une bravo, marche blanche, justement. Une marche blanche est prévue tout à l'heure par les organisations J'invite les adhérents juives. de Debout la France à y aller. Aujourd'hui, à Paris, en mémoire de Mireille Knoll. Cette marche, la plupart des dirigeants politiques iront, à l'exception des dirigeants du Front National et de la France Insoumise, parce qu'ils sont jugés indésirables par le CRIF. Eh bien, je trouve ça pitoyable. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on organise une marche pour la tolérance, pour le respect, on invite tout le monde. Et on le CRIF estime que le FN et la France Insoumise sont des mouvements antisémites. Tous les Français, c'est scandaleux, tous les Français ont quand même le droit de combattre l'antisémitisme. Et je ne vois pas pourquoi on fait des sélections. Chacun est face à sa conscience. Et en tout cas, moi je dis aux Français que d'une manière générale, face à l'antisémitisme, face à la violence, face au fanatisme, il faut manifester, et puis il faut aussi que l'État ne se contente pas d'organiser des manifestations. Parce qu'on a eu ça pendant l'entre-deux-guerres, le pacifisme. Et hier à l'Assemblée, je trouvais que ça avait un parfum de Munich, c'est-à-dire de Daladier et de Chamberlain qui revenaient en disant bravo, et tout le monde applaudissait. De Munich. Oui, de Munich. Mais nous sommes dans une guerre. Si nous n'éradiquons pas ceux qui veulent détruire notre civilisation, eh bien nous aurons une guerre civile dans le pays. Je ne veux pas de ça. Et je pense que nous devons être prudents, l'état de droit bien sûr, et armer la République. Et c'est ainsi qu'on arrivera petit à petit, ça ne viendra pas d'un coup, à être fiers de notre civilisation. Et en tout cas, cette marche, vous y rendrez tout à l'heure. J'aimerais m'y rendre, oui. Merci Nicolas Dupont-Aignan. La suite de la matinale avec Pascal.